Quelques consignes, donc, comme je vous disais, si vous avez des questions au moment des exposés, donc en fait, on va vous présenter le projet FAPO, ses résultats. Il y aura également quelques informations sur ces variations territoriales de ce projet dans l'Aude et sur la métropole de Montpellier et une présentation du projet Talanoa mené par l'INRAE. Mais il y aura des temps de questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous remercie de les écrire dans le chat et on va les poser le moment venu aux interlocuteurs dédiés. Donc moi, je vais m'occuper de faire cette modération des questions. Et si jamais vous souhaitez intervenir, je vous remercie de lever la main, mais on va privilégier enfin, les questions sur le chat, s'il vous plaît, parce qu'on est assez nombreux. Euh, voilà, bah écoutez, je vais pour l'instant faire un premier tour, une présentation des intervenants qui vont se succéder pour que vous voyez un petit peu qui va parler. Et puis ensuite, on démarrera. Juste, je me présente rapidement. Donc, je suis Fanny Thuot pour l'Ardea Occitanie et j'ai participé à la co-coordination de ce projet au titre d'Impact Occitanie, voilà, qui a suivi ce projet. Voilà, ben, je donne la parole à Denis, mon collègue coordinateur de ce projet. Bonjour Denis Pêche, je suis sociologue au CIRAD. Alors j'ai co-construit ce projet il y a quelques années avec Aurélie Vogel à l'époque, qui travaillait à l'Art des Arts. Ensuite, on a commencé sa mise en œuvre avec Hugo Crespin-Boucaud, pour ceux qui l'ont connu, pendant 2 ans. Et donc Fanny a pris le relais pour la finalisation, la dernière année du projet. Voilà, donc voilà, c'est tout. Merci Denis. Simon, si tu veux te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Simon Charvy. J'ai fait mon stage de fin d'études entre le CIRAD et l'Ardea Occitanie justement sur ce projet FAPO l'année dernière pendant 6 mois. Et là ça va faire 2 mois que je travaille du coup à l'Ardea Occitanie seulement pour animer et coordonner la fin du projet et pour le finaliser comme il faut. Voilà. Merci Simon, c'est lui qui va nous faire l'exposé des résultats du projet FAPO. Héloïse, si tu veux bien te présenter pour Solagro. Bonjour Héloïse Descamps, donc je suis chargée de projet stratégie territoriale chez Solagro. Solagro, on est une association basée à Toulouse et Lyon. On travaille sur tous les sujets de transition agricole, alimentaire et énergétique. Et notre petite spécificité, c'est qu'on fait de la prospective chiffrée et donc on fait des scénarios de prospective agricole alimentaire. Et donc c'est ça qu'on a mis à contribution dans le cadre du projet FAPO. Merci beaucoup. J'ai l'impression que Sébastien Leviennois n'est pas là parmi nous, à moins que Sébastien, est-ce que tu es par là? Non, il n'y a pas de pseudo. Peut-être il nous rejoindra, en tout cas on le présentera. Ou est-ce que tu veux présenter rapidement, Denis, peut-être? Oui, en 2 mots, Sébastien, avec qui on a travaillé pendant 6 mois. Sur une prospective de la Caisse alimentaire commune de Montpellier, donc dont je vous restituerai en quelques mots tout à l'heure le contenu en fait. Merci. Nina Graveline, si tu veux te Oui, bonjour à présenter. tous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Nina Gravine, je suis chercheuse à l'UMR Innovation à Montpellier en économie. Et donc, je suis responsable pour la partie française du projet Talanoa, qui est un projet européen dont on vous parlera plus tard et qui a travaillé indépendamment de votre projet parce qu'on ne se connaissait pas vraiment, mais en tout cas qui résonne pas mal avec ce qu'on a fait. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Et je termine par Vincent Nourigat pour Impact Occitanie. Vincent, tu as des difficultés pour le son peut-être? Ah, attends, si je te fais une demande de réactiver le son, comment ça se fait? Ça marchait tout à l'heure. Alors, excusez-nous. Tu as le bouton normalement en bas à gauche, audio, où tu peux réactiver le son sur le fond Zoom. Ah, ça y est. Ça y est.
j'ai réussi. Voilà. Bon, bonjour à tous. Moi, je suis Vincent Nourigat, donc je suis co-président de Impact Occitanie. Euh, je voulais remercier, ben, je suis pas que ça, je suis aussi au conseil d'administration de la FR Civam, du réseau Civam. Je suis président de l'association Marché Paysan et je suis, on l'a évoqué, co-président de la Caisse de l'alimentation à Montpellier également. Voilà. Je voulais remercier toutes les personnes avec lesquelles ce projet a pu être mené à bien, à commencer par les financeurs, les participants, tous ceux qui ont bien voulu travailler avec nous. Pour nous, c'était important, puisque depuis à peu près 3 ans qu'on a ce projet en route, c'était important de dire on défend des valeurs et on avait besoin aussi d'avoir des éléments et on avait besoin de savoir où on allait, est-ce que on était bien est-ce qu'on était bien à notre place, est-ce qu'on faisait, voilà. Donc, et là, on a des réponses et on a un projet qui me paraît fantastique. Voilà, et que j'espère que politiquement, on va arriver à le faire déboucher. Voilà. Merci Vincent. Du coup, on laisse la parole à Simon qui va nous présenter donc les résultats du projet FAPO, les futurs de l'agroécologie paysanne en 2050. Voilà, donc je rappelle que si vous avez des questions, je vous remercie de les poser dans le chat et qu'on prendra un moment à l'issue de cette présentation pour répondre à vos questions. Merci. Très bien. Du coup, je vais commencer. Donc, sans plus tard, pardon, pour présenter un peu comment je vais présenter un peu le projet. Donc, une première partie un peu introductive pour présenter l'historique, comment ça s'est articulé aussi d'un point de vue un peu méthodologique, mais plutôt d'un point de vue global. Ensuite, une deuxième partie, focus méthodologique, pour vous montrer comment on a pu élaborer justement ce scénario agroécologie paysanne que je vais vous présenter du coup en troisième partie. Donc sans plus tarder, je reviens un peu sur la naissance du projet que tout à l'heure ça a pu être présenté rapidement par Fanny. Donc c'est un projet qui naît de première réflexion en 2017 entre plusieurs acteurs de la métropole de Montpellier autour de la question est-ce que l'agroécologie paysanne peut nourrir la métropole en 2050? Et c'est une réflexion qui s'est élargie à l'échelle de la région et ça a permis de mettre enfin, une collaboration sur un projet de recherche participative financé justement sous le nom de FAPO, donc les futurs de l'agroécologie paysanne en Occitanie horizon 2050. Et ça a été financé en 2022 et l'objectif premier, c'était d'imaginer justement les futurs de cette agroécologie paysanne dans la région, afin de notamment renforcer la résilience agricole, la souveraineté alimentaire et d'autres objectifs, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, pour vous présenter un peu toutes les parties prenantes du projet, on a en tant que coordinateur, co-coordinateur du projet, le CIRAD et le réseau Impact Occitanie qui a été représenté par l'ARDER Occitanie principalement. On a aussi le partenaire technique Solagro. Et enfin, les financeurs sans qui le projet n'aurait pas eu lieu, donc Agropolis et Carasso, qui ont en gros participé à un appel à projet CO3 qui met vraiment en avant justement des projets de co-construction des connaissances. Et ça aussi, j'y reviendrai un peu après pour présenter le projet. Mais c'est vraiment une des racines du projet, la co-construction de ces connaissances. Et c'est un projet aussi expérimental qui vise à financer les projets qui favorisent le dialogue entre des acteurs de la société civile et la recherche. Donc, un des objectifs principaux du projet FAPO, c'était d'identifier les conditions de développement de l'agroécologie paysanne en Occitanie pour 2050. Mais en parallèle, il y avait d'autres objectifs. Un plutôt politique, qui cherche à se distinguer de l'agroécologie. Parce qu'aujourd'hui, l'agroécologie, c'est un terme qui est quand même massivement utilisé par plein d'acteurs, notamment ceux conventionnels, industriels. Et le deuxième objectif, c'était aussi de proposer un plaidoyer pour influencer justement les politiques publiques et créer une sorte de feuille de route qui mettrait en avant cette agroécologie paysanne et du coup les acteurs euh, qui luttent pour un peu tout ce qui la compose, donc notamment les membres du réseau Impact et d'autres acteurs partenaires. Donc l'agroécologie paysanne, c'est bien plus qu'une simple évolution des pratiques agricoles, c'est vraiment une vision globale qui remet les paysans et les paysannes au cœur des systèmes, avec leurs droits, leurs libertés, un revenu décent et leur ancrage territorial. Pour faire simple, ça rallie un peu l'agriculture paysanne, qui valorise des modèles à l'échelle humaine avec une approche sociale assez forte, et l'agroécologie qui s'appuie sur des pratiques respectueuses de l'environnement. Donc, contrairement à une approche un peu trop techniciste que l'agroécologie pourrait mettre en avant aujourd'hui, l'agroécologie paysanne, c'est vraiment une réponse plus ambitieuse et plus holistique aux défis actuels. Et ça, j'y reviendrai aussi un peu plus tard.
Euh, justement, pour dessiner un peu les contours d'un scénario souhaitable en 2050, le projet FAPO, il a construit une boussole de l'agroécologie paysanne afin d'envisager justement cette transition agricole dans toutes ses dimensions, impliquant des changements à toutes les échelles au service de l'intérêt collectif. Donc, elle se compose de cette grande orientation, et si on regarde un peu en détail, par exemple, droit et gouvernance en bas, en vert foncé, ça met en avant un accès plus juste et équitable aux communs et aux ressources, une gouvernance responsable où le collectif est une modalité de production et de gestion, permettant de partager le travail, les responsabilités et les décisions. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à le consulter sur les livrables qui vont sortir pas longtemps après la restitution. Donc pour vous présenter un peu l'articulation méthodologique globale du projet, donc ça a commencé par la définition de l'agroécologie paysanne que j'ai pu vous décrire juste avant. Ensuite, le deuxième gros axe, ça a été vraiment ça se concentre sur la modélisation de la prospective quantitative et qualitative afin d'analyser justement le secteur agricole en Occitanie, mettre en avant notamment les freins et les leviers à ces différentes transformations possibles et enfin pardon, proposer des scénarios à l'horizon 2050. Donc, il y en aura deux, un tendanciel et un qui généralise l'agroécologie paysanne. Et enfin, un troisième axe, toujours en parallèle, qui était une sorte d'application de ce scénario global à l'échelle territoriale pour montrer un peu un exemple concret de comment l'agroécologie paysanne pourrait prendre forme dans une région, un territoire typique de l'Occitanie, sachant que l'Occitanie, c'est quand même une région assez diverse, avec des paysages et des territoires assez différents. Donc pour les axes 2 et 3, le projet a donc mis en œuvre l'expertise de la prospective. Et selon Mermet 2005, c'est l'élaboration fondée sur des méthodes réfléchies de conjecture sur l'évolution et les états futurs de systèmes dont l'avenir est perçu comme un enjeu et leur mise en discussion structurée. Donc dit autrement, on va pas chercher à prédire le futur, mais c'est vraiment imaginer un champ des possibles, faire discuter tout ce qui est possible justement dans ces possibilités, faire débattre ces possibilités entre différents acteurs. Et ça a vraiment deux enjeux. Le premier, plutôt un enjeu stratégique pour la prise de décision. Pourquoi? Parce que ça permet de stimuler les réflexions entre plusieurs acteurs qui, des fois, n'ont pas l'habitude de converser ensemble. Ça met en lumière des enjeux, des verrous à ces évolutions. Et ça, c'est particulièrement pertinent dans des secteurs comme l'agriculture qui fait face à des fois des urgences actuelles. Et là, ça permet de mettre vraiment en avant des enjeux plutôt à plus long terme. Donc, aller voir un peu plus loin que les problèmes et les enjeux d'aujourd'hui. Et enfin, le deuxième enjeu de la prospective, c'est vraiment renforcer les capacités d'un réseau avec la création d'un avenir commun. Donc, on va essayer de chercher à créer des synergies entre tous ces acteurs. Ça va aussi permettre de sensibiliser tous les membres internes, justement, à certains enjeux actuels, les intérêts des autres acteurs pour essayer d'améliorer la communication notamment, et voir aussi le système sous plein d'autres angles, mieux connaître les intérêts de chacun, etc. Et il y a aussi vraiment un aspect, toujours dans renforcer les capacités d'un réseau, à produire de la connaissance, produire des données pour notamment améliorer des stratégies de plaidoyer ou des choses comme ça. Mais du coup, le FAPO, ça a utilisé la prospective, mais il existe quand même un large éventail d'outils de méthodologie. Et le projet FAPO, il a quand même plusieurs spécificités. Sa première spécificité, c'est vraiment son caractère citoyen, contrairement aux autres prospectives du secteur agricole, car dans ce projet, il y a vraiment une implication des acteurs de la société civile qui ont été représentés majoritairement par les membres du réseau Impact, donc des paysans, des paysannes et des salariés. Il y a vraiment une démarche participative un peu bottom-up où tous les résultats qui vont être présentés dans ce projet, ça vient vraiment des acteurs du terrain. Et pour vous rappeler un peu les rôles de chacun des acteurs dans le projet, il y a d'un côté Solagro et les chercheurs qui ont vraiment eu un rôle sur la mobilisation des connaissances et un peu la rigueur de la méthodologie du projet. Et de l'autre côté, les membres du réseau Impact qui, eux, évitent la déconnexion avec le terrain, justement en apportant leur expérience pour appuyer l'enjeu de co-construction de ces connaissances. Et enfin, la deuxième spécificité du projet, c'est la combinaison de deux approches, une quantitative, utilisée avec l'aide de Solagro et de son modèle Mosut, et une méthode qui est plutôt qualitative, qui est une méthode des scénarios, donc qui s'inscrit également dans l'expertise de la prospective. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la présentation, donc plutôt un focus méthodologie. Pour vous présenter rapidement la méthodologie quantitative utilisée par Solagro, donc Mosut, c'est un outil qui permet de mettre en adéquation les besoins alimentaires et énergétiques avec les surfaces agricoles disponibles, tout en anticipant par exemple des évolutions démographiques, climatiques, agronomiques ou des choses comme ça. Et ça évalue aussi les impacts environnementaux comme les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vraiment un grand tableur qui croise des données, surface, consommation, etc. Et c'est basé sur des données publiques qui sont transparentes et des hypothèses validées également par des experts et des acteurs locaux.
et ça, vraiment une vision claire des possibles, et ça permet d'orienter les décisions, donc dans le sens où cette méthodologie quantitative a posé la base d'un scénario quantitatif avec des projections, et ça a vraiment été la base de la construction du scénario global qui va ensuite être complété par le scénario qualitatif que je viendrai juste après. Et du coup, l'objectif de ces scénarios, enfin l'objectif de la modélisation Solagro, pardon, c'était de construire un scénario réaliste d'agroécologie paysanne en évaluant justement les impacts environnementaux, l'autonomie de la région face aux importations, comparer les surfaces, les cheptels, les flux, l'évolution de l'alimentation, entre trois périodes clés pour décrire justement une ferme Occitanie selon trois repères. Donc en premier temps, 2020, la situation actuelle, qui va être un peu enfin, aujourd'hui, quelle forme prend l'agriculture. Et ensuite, il y a deux fermes Occitanie en 2050, une tendancielle, donc qui va poursuivre le modèle actuel. Et enfin, une ferme Occitanie agroécologie paysanne qui va, elle, plutôt mettre en avant une transition réussie vers un modèle plus durable. Donc, une fois que cette projection quantitative elle a été faite, on va venir la compléter avec une projection qualitative grâce à l'étape de de la méthode des scénarios. Donc, la méthode des scénarios, qu'est-ce que c'est? Ça évalue l'évolution des systèmes complexes de manière dynamique, multidimensionnelle et temporelle. Ça envisage plusieurs types de scénarios qui peuvent être contrastés en montrant par exemple ce sur quoi on ne veut pas aller, comme là par exemple scénario tendanciel, et comparé avec un scénario sur lequel on voudrait plutôt aller, donc un futur souhaité. Et dans notre cas, le projet FAPO, il va souhaiter à présenter un ou plusieurs scénarios souhaités, donc ceux compatibles avec l'agroécologie paysanne. Nous, on va en présenter un, mais il existe potentiellement d'autres variantes. Donc les étapes détaillées de cette méthode, elle est présentée dans ce schéma-ci. La première étape, définir un système, elle se compose un peu en deux étapes sous-jacentes. La première, c'est l'horizon temporel, donc nous, on a fixé 2050. Et l'autre étape, c'est le système, c'est de quoi on parle. Donc nous, on parle vraiment de l'agriculture au sens très large. Donc c'est tout ce qui a un lien direct ou indirect avec l'agriculture et qui peut la faire évoluer. Ensuite, une fois qu'on a défini le système, on va chercher à identifier les forces qui façonnent l'avenir. Donc dit autrement, on va essayer de sectoriser notre système en différentes parties. Et c'est ce qu'on va appeler des forces de changement. Donc une force de changement, c'est quelque chose qui a la capacité de faire modifier le système. Voilà. Et puis une fois qu'on a présenté un peu toutes ces forces, pardon, on va essayer de les hiérarchiser afin de mettre en avant les forces qui ont la plus grande capacité de modification du système. C'est ce qu'on appelle des forces motrices. Et si on le vulgarise avec l'intérêt du projet, c'est vraiment mettre en avant les plus gros leviers, les plus gros verrous pour une transition agroécologique paysanne. Donc là, voilà, une fois qu'on aura fait ça, et c'est vraiment ces forces motrices qui vont être des portes d'entrée dans la construction des scénarios, où ça va être la base de la construction des scénarios, comme je viens de vous le dire. Et enfin, une fois qu'on a construit les scénarios, qui est donc un assemblage des états du futur des forces motrices, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard, ça permet de construire un scénario. Et enfin, on passe à la huitième étape. Donc là, c'est plutôt l'inverse. Une fois qu'on le scénario, on part de 2050 jusqu'à aujourd'hui pour essayer de construire une feuille de route afin de montrer comment est-ce qu'on peut atteindre cet état du futur en 2050. Donc concrètement, la forme que ça a pris, cette méthodologie qualitative, c'était un enchaînement de plusieurs ateliers participatifs et de co-construction qui a réuni plusieurs types d'acteurs, souvent des chercheurs, chercheuses, euh, des paysans, paysannes, des membres du réseau Impact, des salariés, aussi des fois des acteurs étatiques comme la DDTM qui étaient présents à plusieurs ateliers à l'échelle territoriale. Et cette méthodologie, du coup, enfin, quand nous, on a identifié 31 forces qui sont présentes dans le dictionnaire des forces de changement. Ça, c'est un outil d'étape qui peut être un outil qui va être utilisé pour d'autres raisons, mais ça, je vous invite à lire les livrables qui détaillent beaucoup plus la méthodologie et l'intérêt de ces outils. Et ces 31 forces, on les a réparties en 5 catégories, 5 thématiques, qui sont pratique agricole, climat et territoire, dynamique et organisation collective, agriculture et société, politique publique, recherche, innovation et technologie. Et toutes ces forces de changement, elles sont présentes justement dans le dictionnaire des forces de changement et elles ont chacune une présentation détaillée avec un résumé qui présente les enjeux actuels dans la région, une introduction, ça peut être le contexte, présente un peu la force dans son ensemble, donc quelles questions on va se poser, avec un historique, un diagnostic présent et enfin des futurs possibles. Donc là, c'est vraiment, on a essayé pour presque chacune des forces, prioritairement sur les forces motrices, chercher des futurs possibles, quelle forme elles pourraient prendre en 2050. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur le wiki du réseau Impact qui justement contient cet outil avec toute son explication méthodologique de comment on l'a construit, enfin, quels sont ses intérêts, comment on peut l'utiliser, etc. Et une fois qu'on a identifié ces 31 forces, on a cherché à les hiérarchiser
Là, je ne vais pas rentrer en détail dans le schéma, mais vous pouvez voir que toutes ces forces qui sont présentées sous forme de post-it, juste tout ici, on les a hiérarchisées dans différentes catégories, et celle qui nous intéresse, c'est les forces motrices. Donc là, il y en a 7. Je vais y revenir aussi juste après dans la partie 3 quand je vais présenter le scénario. Mais ça, c'est vraiment les forces qui ont la plus grande capacité de transformation du système et qui représentent donc les plus gros enjeux pour une transition agricole. Voilà. Et ces forces motrices, justement, on les a déclinées en différents états du futur. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc si je prends l'exemple de dynamique des installations et exploitations, on a cherché à trouver ces caractérisations qui pourraient prendre différentes formes selon différents scénarios en 2050. Là, par exemple, on a taille des exploitations, nombre des exploitations, forme juridique majoritaire et diversité entre les exploitations. Et ensuite, on va venir décrire différents états du futur qui sont mutuellement non compatibles et qui sont aussi volontairement contrastés. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a deux futurs qu'on a justement sur lesquels on a quand même le plus travaillé, un état du futur tendanciel et un agroécologie paysanne. Et donc ça, on répète cette étape pour toutes les forces motrices qui sont présentes ici. Là, pareil, à l'intérieur, c'est pas ce qui est plus intéressant, mais d'un point de vue méthodologique, c'est qu'on va venir juxtaposer chacun des états du futur des forces motrices. Et comment on construit un scénario? C'est tout simplement assembler un état du futur, pardon, par état du futur. Et ensuite, on fait l'étape de narration et connecter un peu tout simplement tous ces éléments. Donc là, on a encore une fois deux scénarios, un tendanciel en jaune et un vert. Il faut savoir que ces deux outils, donc le tableau morphologique qui est ici et le dictionnaire des forces de changement, c'est des outils qui peuvent être enrichis, modifiés et adaptés à d'autres contextes pour d'autres travaux. Donc il y a vraiment un intérêt, j'espère qu'après le projet Fabo, qu'il puisse être utilisé plus tard, surtout que j'ai eu que 6 mois pour faire tout ça. Donc il y a toujours plein de choses à faire, dont très intéressantes. Et enfin, une fois qu'on a fait le fameux scénario, je vous rappelle, scénario d'action pour construire la feuille de route que je vais notamment, enfin, qu'on va vous présenter juste après. Là, je laisse la parole à Fanny pour présenter le scénario global de la partie Merci, 3. merci Simon. Donc voilà, moi je vais vous présenter assez succinctement, notamment le scénario, le fameux scénario qui massifie l'agroécologie paysanne en Occitanie, en vous présentant les enjeux, les hypothèses retenues et quelques éléments de projection en 2050. Si tu veux bien passer à la suivante. Merci. Donc voilà, la région Occitanie, comme vous le savez, elle se compose de plusieurs grandes régions agricoles. Donc on distingue la zone méditerranéenne avec une forte place de la viticulture et de l'arboriculture. Ensuite, tout le bassin toulousain qui est plutôt céréalier. Et puis au nord et au sud, lié au massif montagneux, tout ce qui est plutôt une polyculture élevage avec pas mal d'élevage justement, des paysages plutôt de prairies. Donc c'est quand même une région très hétérogène, ce qui n'a pas été très facile dans le projet parce que la ferme Occitanie, ça veut dire beaucoup de réalités différentes. Peut-être pour resituer quelques enjeux sur cette région au niveau agricole. Euh, ouais. De fait, il se trouve que... Ah, je veux bien que tu reviennes. Oui, merci. La performance agricole de la région est inférieure à la moyenne nationale dans beaucoup de domaines. C'est la deuxième région de France en termes de main-d'œuvre agricole. C'est la première région de France en surface bio. Et c'est une région qui présente une grande diversité de signes officiels de qualité et disons, de marques et labels divers. Tout ceci également influe sur des politiques de souveraineté alimentaire et d'enjeux pour les populations locales. Et si on ajoute par-dessus des enjeux climatiques, bien sûr, on a donc des choses à travailler pour l'avenir. Et justement, donc les changements sont déjà à l'œuvre. On parle de changement climatique. Donc les principaux facteurs de transformation qu'on a retenus pour se projeter en 2050 sont le fait que la population est en hausse. On prévoit 6,9 millions d'habitants sur la région en 2050. Et l'hypothèse également qui malheureusement se vérifie tous les jours, c'est le réchauffement climatique et une forte pression sur les ressources. Donc quand on dit réchauffement climatique, là, on, on se dirige vers des températures moyennes annuelles de l'air d'au moins plus 2 degrés, de l'évapotranspiration qui augmente et des événements climatiques violents, plus fréquents et plus intenses.
L'augmentation de la population et ces changements climatiques, évidemment, se posent les questions des enjeux alimentaires pour la région. Comment nourrir la population occitane? Quels équilibres sont en danger et quels sont les enjeux majeurs? Donc, en fait, grâce au travail de Solagro, on a travaillé sur deux trajectoires possibles. Un scénario tendanciel, euh, voilà, avec ce qu'on sait aujourd'hui et ce qui peut se passer demain, et un scénario où on a souhaité massifier l'agroécologie paysanne en prenant en compte tous les indicateurs pour que ça reste cohérent et que ça reste quelque chose de possible et de crédible. Voilà, le scénario tendanciel, donc si on se projette en 2050 avec la tendance actuelle, on voit que, enfin voilà, on imagine l'agrandissement des fermes, la pression foncière qui s'accentue et des circuits de commercialisation très concurrentiels et finalement une agriculture encore plus industrielle et spécialisée. Alors, une agriculture industrielle et spécialisée qui se veut productive, mais qui reste très sensible aux aléas climatiques et aux ressources en eau qui diminuent. On a également parallèlement, dans ce scénario tendanciel, des régimes alimentaires qui évoluent peu, et donc la région qui reste dépendante d'importations en fruits et légumes notamment, mais aussi en viande et en lait. On observerait une diminution des cheptels, mais une intensification des systèmes d'élevage avec des exploitations agricoles qui s'agrandissent et malheureusement une dégradation des indicateurs environnementaux et une pression forte sur la ressource en eau notamment, qui malheureusement va sans doute continuer à diminuer. Et alors si on se projette en 2050, notre scénario FAPO, l'idée c'est donc de massifier l'agroécologie paysanne en 2050. Voilà, pour nous, c'est ce scénario souhaitable qui est issu d'une modélisation à la fois prospective et participative. Et pour cela, nous avons fait quelques choix forts en cohérence avec les différents indicateurs quantitatifs et la modélisation de Solagro. Donc, une massification de la surface en bio, une réduction forte des surfaces en viticulture. On est parti sur une diminution de moitié des surfaces en viticulture. Une réduction également très forte de la surface en maïs irrigué. Tout cela pour parvenir à une agriculture résiliente et diversifiée, avec une diversification des cultures à l'échelle de la région et au sein même des fermes, avec plus de production de fruits, de légumes et de légumineuses, et un réseau dense de fermes, de coopératifs et de collectifs, avec différents statuts, qui renforcent le maillage territorial. Et parallèlement, un usage raisonné des ressources qui réduisent les besoins en eau, qui éliminent certains intrants et qui permettent une plus grande indépendance et autonomie des fermes. Voilà un petit peu ce qu'on a essayé d'imaginer pour 2050. Donc, des paysages, là, il s'agit d'un paysage de plaine céréalière en 2050, un peu plus diversifié, avec des fermes plus nombreuses sur le territoire. Et ce que vous pouvez voir sur l'infographie, donc les petits graphes en bas à droite, ce sont l'évolution des surfaces en milliers d'hectares, avec en gris la valeur en 2020, de laquelle on est parti, en rouge la valeur dans le scénario tendanciel qui se présente et en vert, une valeur pour ce scénario agroécologie paysanne. Donc on voit que les surfaces en céréales se maintiennent et diminuent un petit peu sur le scénario agroécologie paysanne, au profit notamment de cultures plus diversifiées. Bon, là, on a laissé l'infographie des protéagineux pour montrer que réellement, dans notre scénario, voilà, c'est une production qui s'amplifierait pour à la fois répondre à des changements d'alimentation de la population et à une diversification des cultures. Je passe assez vite, hein, mais ce sont des choses qui seront détaillées dans les livrables qui sont en cours de finalisation. Donc là, on voit un peu plus le paysage méditerranéen qui, jusqu'à présent, est beaucoup occupé par la vigne. Donc dans notre scénario en 2050, la vigne la moitié de la vigne a laissé place à d'autres cultures. Et dans la modélisation Solagro, on a proposé que ce remplacement se fasse
par un tiers de culture maraîchage sur les zones qui peuvent être irriguées, également de l'arboriculture et un tiers de friches qui peuvent être pâturées éventuellement par des troupeaux. On voit là un peu aussi les effets du changement climatique avec un climat plus sec et des ressources en eau plus faibles. Enfin, sur les zones, on va dire intermédiaires, là c'est plutôt Piémont. Euh, Dans le scénario donc, qui massifie l'agroécologie paysanne, comme pour le scénario tendanciel, le nombre de bovins diminue. Et ça, c'est quelque chose qui s'est déjà enclenché. En fait, dans le scénario agroécologie paysanne, il laisse place à des systèmes de polyculture élevage plus variés et qui euh, permettent comment, qui permettent des systèmes beaucoup plus extensifs basés sur l'herbe et sur l'autonomie des fermes en, en association avec d'autres cultures et d'autres élevages, et notamment le développement de l'aviculture, des volailles et également un peu d'élevage porcin. Au final, donc dans ce scénario agroécologie paysanne, on a en 2050, grâce à ces changements, une région plus résiliente par rapport au changement climatique, par rapport à la dépendance aux importations, et plus autonome, avec un impact environnemental positif, avec moins de pesticides, des émissions de gaz à effet de serre divisées par deux, une moindre consommation d'eau en période d'étiage, des systèmes donc plus résilients face aux crises climatiques et économiques, un développement des énergies renouvelables et de la biomasse et les objectifs des engagements régionaux qui sont atteints. Parallèlement, ça se couple avec un nouveau modèle alimentaire, c'est-à-dire que la population a été amenée à changer ses habitudes et ce qui a permis, dans notre scénario, une diminution de moitié de toutes les pertes et gaspillages alimentaires, une légère diminution de la consommation en céréales et de la consommation de lait, qui n'est pas forcément produite sur la région, et une alimentation plus végétale, avec moins de viande, plus locale, grâce au développement des légumineuses, et donc, au final, une autonomie alimentaire accrue pour la région. Donc, comme je disais, ça se traduit également par des transformations économiques et sociales. Et tout ce qui est en creux, là, tout ce qu'on ne montre pas, mais qui est en creux, c'est les nombreuses évolutions nécessaires, le chemin d'action qui est nécessaire pour que ce futur souhaitable devienne réellement possible. Donc ça passe, et ça Simon va vous les détailler, par une nouvelle gouvernance territoriale, la sécurisation du foncier, les décisions par les citoyens sur les territoires, une société rurale et urbaine plus connectée et plus interconnectée, je dirais, avec des parcours professionnels beaucoup plus souples entre le monde rural et le monde urbain, un accueil des urbains à la campagne et des carrières moins figées comme aujourd'hui. Donc des dynamiques également intergénérationnelles et intersectorielles et des projets communautaires qui renforcent le lien social et territorial. Évidemment, ça ne passe pas sans un soutien économique au social et social pour les paysans. C'est-à-dire que l'activité agricole est réellement rémunératrice et qu'elle est sécurisée par des aides PAC plus justes, qu'une diversification des revenus est possible via la vente locale, le resserrement des tissus ruraux, l'agritourisme notamment, la transformation des produits avec plus de valeur ajoutée pour les producteurs, la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation et un modèle économique au final plus durable et plus équitable. Très bien. Merci Fanny du coup pour la présentation globale du scénario. Et là, on va rentrer un peu plus dans les détails de scénario pour justement dessiner la fameuse feuille de route stratégique pour essayer d'atteindre ce futur que Fanny vient de décrire. Donc là, c'est grâce justement à ces 7 forces motrices qui sont vraiment le ciment du scénario qui vient d'être présenté. Donc il y en a 7. Il y a dynamique des installations et exploitations, système semencier, politique de soutien aux revenus paysans, gouvernance locale, gestion du foncier et enfin cohésion sociale dans le monde agricole et avec le monde agricole. Donc, je vais rentrer en détail de seulement que 4 forces motrices, mais qui me paraissaient quand même importantes. La première, c'est le système semencier. Les semences, c'est vraiment le point de départ de toute l'agriculture.
ceux qui contrôlent la semence, enfin, ils vont aussi contrôler du coup ce qu'on cultive, comment on le cultive et finalement ce qu'on va manger. Et aujourd'hui, ce pouvoir, il est entre les mains de seulement 6 multinationales, comme Bayer Monsanto, et qui verrouillent le système avec des semences industrielles standardisées, protégées par des brevets. Et ce modèle centralisé, il prive vraiment les paysans et les paysannes de leur autonomie, que ce soit sur leur exploitation et en termes de gouvernance, liberté, etc. Et ça réduit la diversité aussi des plantes cultivées dans le milieu agricole. Et ça rend vraiment nos systèmes agricoles fragiles face aux crises, notamment climatiques, ou aussi également sanitaires, pardon. Mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même des alternatives qui existent, qui se développent, notamment par le réseau Semences Paysannes, assez connu dans le domaine. Et justement, on parle ici de semences paysannes qui sont échangées, sélectionnées et reproduites localement par les paysans paysannes, parce que c'est des semences qui sont plus résilientes, mieux adaptées au terroir, justement à leurs conditions pédoclimatiques. Et elles sont surtout, elles redonnent aux paysans un pouvoir sur leur métier avec vraiment une gouvernance beaucoup plus forte des paysans paysannes sur ce qu'ils vont cultiver, ce qu'ils vont reproduire, etc. Et le scénario souhaitable agroécologie paysanne, c'est celui du coup d'un système semencier plutôt décentralisé, co-construit, où les paysans paysannes et artisans semenciers et la recherche publique aussi travaillent vraiment main dans la main, avec un système mi-public, mi-commun qui reconnaît les savoirs agricoles, qui valorise la biodiversité cultivée et qui considère les semences comme un bien commun et non comme un produit industriel privatisé. Donc pour ça, il y a vraiment de réels enjeux politiques où il faut réformer des lois, notamment celles sur les brevets génétiques, qui permettent aujourd'hui de privatiser le vivant par justement ces fameuses multinationales. Il faut aussi assouplir les normes de mise en marché pour laisser plus de place aux semences paysannes et donc favoriser potentiellement les circuits courts, des instances de connexion entre différents acteurs. Et du coup, c'est vraiment un vrai changement de culture, mais c'est aussi une condition pour que l'agriculture devienne plus résiliente, plus locale et plus juste. Parce que reprendre la main sur les semences, c'est reprendre la main sur notre alimentation et notre avenir. Ensuite, on a la force motrice politique de soutien au revenu paysan que Fanny a quand même pas mal détaillé. Mais parce que la question du revenu paysan est vraiment, c'est un point de blocage majeur aujourd'hui pour la transition agroécologique, que ce soit en Occitanie ou même à l'échelle de toute la France. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices, ils peinent à vivre décemment de leur travail. Leur revenu, pardon, dépend en grande partie des aides publiques, notamment ceux de la PAC, tandis que les prix agricoles sont tirés vers le bas par les marchés mondialisés et très concurrencés. Et résultat, quand on parle de transition, notamment agroécologique, justement à ces fameux agriculteurs, et de changements de pratiques, beaucoup répondent que c'est trop risqué parce qu'ils n'ont pas forcément de marge pour se le permettre. Et du coup, concrètement, ça signifie qu'une partie importante du monde agricole, il reste enfermé dans un système où il faut produire toujours plus à bas prix pour tenir économiquement, tenir la compétition mondiale. Et ça empêche justement l'émergence de modèles plus durables, dont agroécologie paysanne, d'où l'intérêt vraiment de cette force, euh, enfin, de cet angle d'approche pour la transition agroécologie paysanne. Donc pour sortir de cette impasse, il faut vraiment repenser en profondeur les politiques de soutien aux revenus. Donc d'abord en garantissant des prix rémunérateurs, donc pas seulement en ajoutant des aides, mais en s'assurant que les agriculteurs et les agricultrices puissent vendre leurs produits à un prix juste par rapport à leur travail. Et ça peut aussi passer par la régulation des prix agricoles, par exemple via des mécanismes de contrats territoriaux ou des négations collectives. Ça peut aussi passer par justement le renforcement du pouvoir d'achat des consommateurs et des consommatrices qui vont peut-être plus se focaliser sur des produits locaux, de qualité, etc. Ensuite, il faut aussi permettre aux agriculteurs de diversifier leurs revenus de manière plus stable. Fanny les a détaillés tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que toutes ces activités, elles peuvent créer de la valeur ajoutée en rapprochant les producteurs et les consommateurs notamment. Et enfin, il faut accompagner cette transition par un soutien ciblé, plus lisible, en particulier pour les jeunes qui s'installent et pour ceux et celles qui prennent le virage de l'agroécologie. Parce que souvent, les accès aux aides, ils sont freinés par des procédures administratives pardon, trop complexes ou par des critères mal adaptés aux petites exploitations, aux projets collectifs et un peu la nouvelle vague de paysans paysannes qui veulent s'installer et qui ont des projets plus alternatifs et qui ne correspondent pas forcément justement à toutes les aides proposées. Donc bref, si on met ces leviers en œuvre, alors on permet justement de réduire la dépendance aux subventions, rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne alimentaire et construire un système qui soutient vraiment celles et ceux qui nourrissent la société et la région. Ensuite, on a la force motrice gestion du foncier agricole. Parce que l'enjeu du foncier, c'est un peu la base aussi de tout, dans le sens où sans accès à la terre, il n'y a tout simplement pas d'agriculture possible et encore moins d'agriculture agroécologique. Parce qu'aujourd'hui, on perd chaque année des terres agricoles à cause de l'artificialisation, de l'urbanisation et de la concentration entre les mains de quelques grands propriétaires. Cette dynamique, ça crée un vrai verrou pour la transition. D'un côté, les jeunes qui veulent s'installer,
Ils sont souvent avec des projets plus durables, collectifs, ancrés localement, et ils ne trouvent pas des terres accessibles. De l'autre, on voit l'arrivée des acteurs financiers comme des gros fonds d'investissement qui achètent des terres pour les rentabiliser sans projet agricole derrière, ni ancrage dans le territoire. Et là, il y a vraiment du coup une grosse tension entre ces deux dynamiques. Et face à ça, il faut du coup un peu changer les lois, changer les règles. Et il y a certaines initiatives qui existent, comme Terre de Liens, qui achètent du foncier pour le sortir du marché et le mettre à disposition de projets plus collectifs, plus ancrés territorialement, pour notamment favoriser la souveraineté alimentaire. Euh, voilà. Mais oula, pardon. Ces initiatives, elles restent encore malheureusement très isolées face à un système où la régulation foncière est encore trop faible. Et ce qu'il faut du coup dans le scénario agroécologie paysanne, c'est vraiment une gouvernance foncière plus juste et plus stratégique, portée à la fois par les collectivités locales et par des institutions comme la SAFER, qui va d'ailleurs être réformée pour rendre plus transparente et ouverte à la société civile ces fameuses transactions. L'idée, ce n'est pas de tout étatiser, mais c'est de remettre la terre entre les mains de celles et ceux qui la font vivre durablement et localement. Voilà. C'est encore plus important aujourd'hui avec l'arrivée des non-issus du milieu agricole, dans le sens où les nouveaux installés bah, pour la plupart, ils vont pas forcément avoir une carrière toute leur vie. Ils vont peut-être avoir une carrière de 10 ans, 5 ans. Et ça fragilise justement la sécurisation des terres agricoles. Donc il y a vraiment un intérêt fort pour les sécuriser. Et c'est là que enfin, dans le scénario agroécologie paysanne, on a pensé à un modèle dans lequel le foncier, il reste dans la gestion collective et publique des territoires. Et ça permet justement une rotation plus fluide entre les générations et les différents projets. Donc, en clair, pour l'agroécologie paysanne, pour en faire un modèle plus dominant, pour vraiment une gestion du foncier public, collective et démocratique. Une gestion qui protège la terre comme un bien commun et qui empêche la spéculation, qui donne leur chance aux jeunes, aux collectifs, à celles et ceux qui veulent nourrir leur territoire autrement. Et enfin, la dernière force motrice, cohésion sociale avec le monde agricole. Aujourd'hui, il y a vraiment une vraie méfiance entre la société civile et le monde agricole. Et ça fragilise énormément de choses. Notamment, ça a été dû par la suite de plusieurs crises environnementales, les tensions économiques, les incompréhensions. Et tout ça, ça a creusé un fossé justement entre ceux qui produisent l'alimentation et ceux qui la consomment. Et pourtant, enfin, on va pas réussir une transition agroécologie paysanne si on ne renoue pas justement ce lien, le dialogue, la confiance entre ces différents acteurs. Et il faut que les agriculteurs et les agricultrices ils se sentent soutenus, reconnus et pas forcément jugés. Et du coup, il faut que les citoyens, citoyennes comprennent mieux la réalité du terrain. Et pour ça, dans le scénario agroécologie paysanne, on a pensé à un rapprochement fort entre la société civile et le monde agricole à travers des fermes collectives qui sont ouvertes sur leur territoire, où les habitants ils peuvent participer, apprendre, échanger à travers notamment l'éducation populaire qui serait vraiment au cœur de ce scénario. Des circuits courts qui recréent du lien humain, du sens et pas juste du commerce économique. Les politiques publiques, elles peuvent aussi jouer un rôle clé justement en soutenant des initiatives locales, comme des lieux de rencontre, notamment en reconnectant le milieu urbain et le milieu rural, des projets participatifs, l'agriculture de proximité, des choses comme ça. Mais ça passe aussi par de nouvelles alliances, notamment entre syndicats agricoles, ONG, mouvements citoyens, écologistes, les AMAP, des choses comme ça, pour défendre ensemble une agriculture qui est à la fois juste, durable et solidaire. Donc voilà, en renforçant cette cohésion sociale, on fait plus que changer notre manière de produire, on retisse une histoire commune entre les paysans paysannes et les habitants habitantes, et ça, c'est la base d'une transition réussite. En conclusion, l'agroécologie paysanne en Occitanie, c'est vraiment une nécessité pour 2050. Les résultats montrent vraiment que la confirmation d'un scénario tendanciel s'expose l'agriculture régionale à de nombreuses vulnérabilités. Dépendance accrue aux intrants, aux marchés internationaux, pression foncière et sociale, impact environnemental aggravé, tensions sur les ressources en eau et fragilisation des filières locales, etc. Alors qu'à l'inverse, le scénario agroécologie paysanne il démontre qu'une transformation profonde du modèle agricole, ça peut renforcer la résilience du territoire, améliorer la qualité de l'offre alimentaire en sécurisant les approvisionnements, préserver les ressources naturelles et offrir un cadre de travail plus viable pour les paysans, paysannes notamment. Mais ce travail justement prospectif, il a permis d'explorer les trajectoires possibles face aux défis, mettre en avant justement la fameuse feuille de route que j'ai pu commencer à vous présenter juste avant, qui est d'ailleurs plus détaillée dans les livrables que je vous invite à lire par la suite. Et pour conclure, cette transition ne pourra pas se faire sans une action concertée et volontariste, notamment des politiques publiques et d'autres acteurs comme citoyens, citoyennes. Et il y a plusieurs conditions qui apparaissent essentielles à sa mise en œuvre. La première, c'est renforcer l'accompagnement et la formation des paysans, paysannes, repenser la gouvernance locale et le foncier agricole, soutenir les politiques agricoles adaptées et cohérentes à cette nouvelle diversité agricole qui pourrait prendre forme, favoriser des systèmes agricoles autonomes et résilients, et enfin, encourager l'action collective et dynamique territoriale.
Je laisse maintenant la parole à Denis pour présenter les quelques variations territoriales du projet. Merci Simon. Donc, toute la réflexion qu'on vient de partager avec vous, c'était développée à l'échelle de l'ensemble de la région Occitanie, avec des prises en compte de variations entre les territoires plutôt viticoles, céréaliers et montagneux. Mais on a souhaité dans le projet aussi tester à plus petite échelle l'usage de cet outil de la réflexion prospective pour penser l'agroécologie. On est en train de le faire parce que l'exercice n'est pas tout à fait terminé, mais on a franchi plusieurs étapes à l'échelle du parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes, où 2 réunions de travail ont été organisées avec une vingtaine de personnes. Donc ça permet de voir qu'en 2 journées de travail, on peut déjà produire un certain nombre d'éléments. Donc on a eu un raisonnement proche de celui qui a été présenté, donc je ne vais pas vous le présenter dans le détail avec l'identification des forces de changement motrices et des scénarios. Peut-être souligner que ce qui s'est passé alors pendant ces 2 réunions, c'est que évidemment, compte tenu des spécificités du territoire, on a focalisé sur des points particuliers, et notamment toute la question de l'eau et des politiques de l'eau, ont été vraiment mis en avant comme une force importante motrice dans ce territoire. La question de la capacité d'accueil du territoire aussi a été beaucoup discutée dans ces ateliers, c'est-à-dire dans quelle mesure, grâce à des actions concertées entre élus locaux, associations et disons gouvernements décentralisés, déconcentrés, pardon, on peut créer les infrastructures minimales pour que le territoire soit attractif. Et ça, c'est une condition importante d'une agroécologie ou d'une agriculture, on va dire, tonique et écologique pour le futur. Je crois qu'il y a une réunion la semaine prochaine de présentation de tout ça au parc, donc c'est pour ça que je me disais que le processus est encore en cours. Le deuxième exemple qu'on a testé avec l'appui d'un collègue là, Sébastien Leviennois, avec qui on a travaillé pendant plus de 6 mois, c'est à l'échelle de la caisse alimentaire commune, qui est une expérimentation depuis 2022 à l'échelle de la métropole de Montpellier pour connecter des mangeurs, des consommateurs, disons, avec une offre alimentaire de qualité. Donc, je ne rentre pas dans le détail de la description du système. Une bonne partie d'entre vous la connaissent. Mais on avait fait ce choix parce qu'on pense que et je crois que c'est aussi une hypothèse forte de Solagro, c'est que la transformation des régimes alimentaires est un levier important de la transformation de l'agriculture. C'est-à-dire, en gros, si on mange moins de viande dans le futur, et plus de protéines végétales, on contribue à induire aussi des changements structurels dans l'agriculture de façon évidente. Là, ce travail à la caisse alimentaire, il s'est fait un peu différemment. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 ateliers d'une demi-journée, une fois par mois, donc ça s'est concentré sur 4 mois, avec une vingtaine de personnes impliquées dans la caisse. Donc c'était vraiment une réflexion stratégique des acteurs impliqués dans la caisse. Et là, il s'agissait de réfléchir au futur à l'horizon 2030. Donc, on n'était pas aussi loin que 2050, on était beaucoup plus proche dans la mesure où la Caisse alimentaire commune est aussi engagée dans des projets pluriannuels. Donc, les acteurs avaient envie d'avoir une vision plus claire à plus court terme. Donc, il y a eu 5 scénarios contrastés qui ont été construits, dont un scénario tendanciel qui se trouve là être le scénario souhaité, quoi, c'est-à-dire en gros la Caisse les acteurs de la caisse imaginent à 2030 une croissance maîtrisée de leur outil, maîtrisée dans le sens où les citoyens garderaient la main sur la gouvernance de la caisse, parce que d'autres scénarios montrent que la caisse pourrait être récupérée, soit par des élus locaux, soit par des collectivités, je veux dire, pourrait devenir un outil politique de gestion alimentaire. Donc il y a différents scénarios qui avaient été explorés. Voilà, donc je vous en dis pas plus aussi dans la synthèse du projet qui sera bientôt publié. Il y aura plus d'éléments sur cette expérience. Voilà, donc c'est deux petites expériences locales, mais afin de démontrer que là aussi, penser le futur, c'est intéressant de le faire à plusieurs échelles. Voilà, on ne peut pas le faire uniquement à une grande échelle et dire ça va se passer comme ça. Ça donne beaucoup de points de repère et après, c'est intéressant d'avoir une focale plus proche du terrain en fonction des caractéristiques spécifiques. Voilà. Je crois que maintenant, on va passer à un temps peut-être d'échange. Merci Denis. Oui, exactement. Donc, si vous avez des questions, on va essayer d'y apporter des réponses.
Donc, je vous invite à indiquer vos questions sur le chat et puis je vais passer la main aux personnes peut-être les plus indiquées pour y répondre. En tout cas, si donc parmi les protagonistes du projet, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à lever la main. Donc, avec le petit bouton réagir, c'est le petit bouton cœur qui est en bas au centre de votre écran normalement. Donc, une première question de Théo Grand pour la SSA de Lézignan. Donc, parlant d'éducation populaire et de participation de la société civile, avez-vous travaillé avec des syndicats lors de la prospective de ce projet? Alors, il se pose la question notamment en vue de la nécessité de réduire de 50% les espaces viticoles. Comment les accompagner? Les syndicats agricoles ont assez d'importance pardon, sur ce sujet-là en tant que représentants des intérêts des travailleurs et travailleuses. Il semble primordial de prendre en compte leur vision politique du système agroalimentaire. Denis, tu veux répondre? Je t'en prie. Non, je voulais juste partager avec vous, on était assez hésitant dans la réflexion autour du projet sur cette baisse de 50%. On trouvait que c'était trop. Et quand on a travaillé dans les Corbières, plusieurs viticulteurs nous ont dit, ben, vous avez été optimiste, c'est peut-être 75% ou plus rien qui restera à l'horizon 2050. Donc je crois que voilà, je pense on a pris en compte aussi le fait qu'il y a de fait déjà un déclin des terres viticoles et un certain pessimisme sur le devenir. Alors évidemment, à un instant T, des syndicats viticoles vont avoir du mal à défendre cette idée d'une baisse de 50%. Ça paraît antinomique, mais la question, c'était de réfléchir ensemble sur les conditions de cette baisse, hein. Et, voilà. Et pour répondre pratiquement, on n'a pas travaillé avec des syndicats agricoles, viticoles, disons, mais on a travaillé avec plusieurs viticulteurs de différentes régions, en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est vrai que je rajouterais que c'est quand même une hypothèse assez forte, enfin assez réaliste finalement aujourd'hui, quand on voit voilà, la nécessité des arrachages de vignes dans les Pyrénées-Orientales, par exemple. Et c'est vrai que c'est une production très forte pour la région, parce que la région Occitanie est très exportatrice en boissons alcoolisées. C'est poser la question aussi dans le réseau Impact du fait que les boissons alcoolisées ne sont pas un produit agricole comme les autres, puisque certes, ils permettent au niveau de l'alimentation de la population, c'est un peu une production particulière. Et voilà, un petit peu de réflexion. Autre question de Oriane Lamy, chaire de l'UNESCO. Comment avez-vous collaboré avec les agriculteurs et agricultrices pour créer ces scénarios? Est-ce que cela a été seulement avec les membres du réseau Impact? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Denis, tu as ta main levée. Pardon, j'ai oublié de la baisser, mais on pourrait dire la réponse est oui, c'est assez simple. On a travaillé principalement avec des agriculteurs membres du réseau Impact et leurs représentants. Simon, peut-être tu veux... Bah, du coup, oui, je rejoins Denis. Juste, moi, je peux pas réagir vu que je partage l'écran. Donc, je peux pas lever ma Ah main, oui, malheureusement. peut-être tu Mais, peux enlever le partage d'écran là pour les questions-réponses. ok. Du coup, oui, je rejoins Denis sur le fait que c'était que des paysans paysannes du membre de Réseau Impact. Candice, des Amis de la Conf, qui pose la question, pourquoi parler d'agroécologie paysanne et pas d'agriculture paysanne, qui inclut déjà une forte dimension biodiversité et respect de la nature? Et là, peut-être je peux répondre, si vous me permettez, mais peut-être ça sera complété par d'autres personnes, par Richard ensuite. Donc, Oui, l'agriculture, oui, vas-y, commence, je poursuivrai si tu veux. oui. Bah, je voudrais quand même signaler que la Confédération paysanne elle-même a retravaillé sur sa charte de l'agriculture paysanne, puisqu'il y avait quand même quelques éléments qui manquaient, et surtout la dimension climatique, quoi. Et c'est pour ça qu'on parle plutôt d'agroécologie paysanne, parce que ça englobe des dimensions qui, qui étaient un peu des manques par rapport à
au pétale que tout le monde connaît, les 10 points de la charte de l'agriculture paysanne. D'ailleurs, vous aurez bientôt la possibilité de prendre connaissance de cette nouvelle charte qui a été retravaillée l'année dernière et qui est en phase de finalisation, quoi. Oui, merci Richard. Justement, Antoine précise, donc la charte qui est en travail va être diffusée dans les semaines à venir. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas cette charte de l'agriculture paysanne, elle est représentée par une fleur avec des pétales de différentes couleurs qui, en fait, chaque pétale est une dimension de l'agriculture paysanne. Il y en a une, par exemple, c'est le travail avec la nature, avec la biodiversité et le respect des ressources. Il y en a d'autres qui sont sur des questions de vivabilité des fermes et de transmissibilité de ces fermes. Et le fait de travailler plus largement que cette charte de l'agriculture paysanne, c'est que ça n'inclut pas forcément les domaines de la société. Voilà. L'agroécologie paysanne va plus loin que le seul domaine agricole et technique et concerne la société dans son ensemble. Comme l'a dit Simon, c'est vraiment une vision holistique qui va toucher des visions globales de gouvernance territoriale euh, et aussi des valeurs de solidarité voilà, qui sont un petit peu plus larges que la fleur de l'agriculture paysanne. Autre question, euh, est-ce que tous les membres d'Impact soutiennent le scénario FAPO et pourront le faire connaître? Peut-être une question pour Vincent. Alors oui, enfin, la présentation au niveau, demain on a demain on se voit à Impact, donc on va en parler parce que jusqu'à maintenant j'avais pas trop diffusé les livrables parce qu'on était encore en train de les travailler, on n'avait pas encore la version définitive. Donc, mais de toute façon, on a effectivement un soutien du réseau Impact. Tout le monde est très content du travail qui a été fait et nous, on espère que politiquement, on va arriver à pouvoir le porter. Voilà. Il y a quelques compléments de réflexion par rapport au fait qu'effectivement, l'enseignement agricole et la formation, non, on a souhaité les mobiliser au cours du projet et finalement, ça n'a pas pu être fait par manque de temps et de moyens. Mais c'est vrai que ça peut être le lieu de diffuser cette réflexion, ces résultats. Euh, voilà, Philippe Pouchin réagissait sur le fait que effectivement c'est difficile d'anticiper le devenir des surfaces viticoles. On peut imaginer que les surfaces qui sont concernées aujourd'hui par l'élaboration de vins s'adressent à une clientèle vieillissante. On peut se demander s'ils vont s'effondrer, mais le vin se consomme depuis 6000 ans, tout à fait, dans le bassin méditerranéen et ça ne va pas s'arrêter demain. Voilà, peut-être de nouveaux modèles pour répondre aux enjeux et aux difficultés qui se présentent. Une question de Théo également. Comment ce projet est-il ou a-t-il été reçu par les élus de la région? Comment en assurer la pérennité au-delà des échéances électorales qui pourraient voir le vent politique tourner et devenir défavorable à ce genre de prospective? C'est une supposition, bien sûr. Quelqu'un veut répondre? Moi, je veux bien dire qu'effectivement, on n'a pas pu pour l'instant, on n'a pas eu le temps, mais ça va être le travail, je pense, du réseau Impact de partager ça avec des élus. C'est sûr qu'il y a un risque, on voit bien que le soutien de ce genre de scénario suppose des choix politiques clairs et courageux, un petit peu en opposition à ce qu'on voit depuis un an et demi suite aux dernières manifestations agricoles. Donc, c'est sûr qu'on est un peu à contre-courant, peut-être à court terme. Mais là, il s'agit de réfléchir en 2050, quoi. Est-ce que nos sociétés vont continuer à foncer dans le mur ou pas, en gros? Vincent? Oui, moi, ce que je voulais proposer, c'est que là, on a fait la présentation par webinaire, qui est une présentation qui est quand même assez limitée.
Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on la présente ici au niveau de la métropole de Toulouse et au niveau de la métropole de Montpellier, euh, publiquement, avec des élus, des techniciens, et qu'on arrive vraiment à définir cette feuille de route et à la faire appliquer politiquement. Voilà. Moi, j'avais rencontré déjà le président de la métropole de Montpellier en lui disant, ça serait bien que qu'on ait qu'on ait un peu de surface pour pouvoir faire montrer ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on projette et montrer la viabilité de ce qu'on fait. Et il m'a dit, ça m'intéresse beaucoup ce que tu me dis. Je m'engage à le faire dans mon mandat si je peux, sinon je le mets sur le programme du prochain. Donc, et ça, ce travail-là arrive à point nommé pour nous donner des billes pour appuyer ce genre de projet. Il faut absolument qu'on arrive à intervenir là-dedans parce que de toute façon, on voit très bien qu'on va dans le mur. Et donc, il faut qu'on s'appuie justement sur les prochaines élections pour avoir un bon levier pour essayer d'arriver à faire basculer les choses. Richard? Oui, je voulais ajouter que euh, on a eu récemment la feuille de route de la région au niveau de l'agriculture, la feuille de route pour les années qui viennent là, et elle se rapproche quand même assez, assez de ces scénarios, bon, sans aller jusqu'à ces scénarios de 2050, mais il y a quand même une tendance à aller vers une agriculture plus durable. Euh, Ça a été présenté dernièrement au Césaire, comme on a un copain qui est présent au Césaire, qui représente Impact. Il nous a envoyé cette restitution et bon, je pense que ça prend de bonnes directions. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'avenir, les élections régionales approchent. Enfin, si le RN prend le pouvoir sur la région Occitanie, ça va être difficile d'aller vers cette, ce scénario, quoi. Mais là, c'est une question fondamentale. Richard parle là du plaidoyer pour une PAC plus juste et plus équitable qui a été publié par la région Occitanie il y a quelques semaines, fin février, et qui effectivement est assez convergente avec nos propositions. Voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu de présentation officielle aux élus de la région. Ça va passer par enfin, ils ont été invités aujourd'hui, bien sûr. Ça va passer aussi par l'envoi des livrables. Je poursuis avec les questions. Euh, Isabelle Terrasson qui nous pose la question, avez-vous identifié des tournants stratégiques à ne pas rater pour bifurquer du scénario tendanciel vers le scénario FAPO? La sécurité sociale de l'alimentation euh, est-elle l'unique moteur de transformation côté mangeur-consommateur ou avez-vous envisagé d'autres possibilités à large échelle? Simon? Oui, par rapport à ça, je vous invite à aller sur du coup, le site d'Impact, parce que dans le dictionnaire des variables, justement, voilà, dans la présentation, on n'a pas pu tout présenter, on a présenté majoritairement les forces motrices qui sont ceux à plus en jeu, mais par exemple, tout ce qui concerne les systèmes alimentaires, il y a trois forces qui parlent et qui étudient sous un angle assez spécifique ces systèmes. Et dans ces forces de changement, pardon, il y a toujours à la fin une étape de recommandation en essayant de proposer justement des enjeux, des choses à mettre en place pour lever les problématiques actuelles, etc. Donc là spécifiquement, je les ai plus en tête. Je sais qu'il y en a d'autres pour les secteurs alimentaires et c'est le cas pour toutes les autres forces. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller consulter le site où tout est présenté vraiment en détail avec beaucoup plus d'informations, des liens, de la biblio. Voilà. Merci. Je vois qu'on me demande là le lien vers ce plaidoyer de la région. Je vais demander à Carlos s'il peut le mettre sur le chat, parce que là, je ne l'ai pas retrouvé facilement. Mais si tu veux bien, merci. Autre question, sauf si quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à la question de la bifurcation enfin, quels sont les tournants stratégiques à ne pas rater.
Moi, je veux bien juste dire un mot sur le tournant stratégique. On est quand même dans une période où on sait que un très grand nombre d'exploitations va être transmises dans les 5 à 10 ans à venir, quoi, en fait. Et en fait, là, il y a une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire le système qui va se mettre en place dans les 10 ans à venir, il va rester en place pas mal de temps. Donc, le tournant stratégique à pas rater, c'est ce changement de génération dans les quelques années à venir, et pas en 2050, en fait, hein. Donc ça, moi, je le mettrais comme un vrai tournant stratégique complémentaire à une hypothétique sécurité sociale alimentaire dont on n'imagine pas forcément qu'elle puisse se mettre en place très vite. Merci. Euh, merci. Du coup, une autre question. Jean-Baptiste Poinceau. La faisabilité stratégique du ou des scénarios à privilégier vous semble floue. Les forces en présence font-elles suffisamment place à la diversité et au jeu contraire des acteurs? Bonne question. Par exemple, les organisations agricoles. Lorsque les faits générateurs ou la tendance de fond sont bien caractérisés, la clé est de savoir qui et comment faire advenir pour approcher le scénario 2050 souhaité. L'Occitanie n'est évidemment pas un isolat, effectivement, il y a des forces en présence qui sont fortes. Quelqu'un veut répondre? Peut-être Vincent? Je ne sais pas si... Eh ben, moi, je pense que la première chose, c'est que cette feuille de route, il faut qu'on la rédige, qu'on regarde quelle acceptabilité elle a. Euh, pour le moment, on débouche juste à la fin de cette prospective. On a les éléments, mais on n'a pas vraiment travaillé sur le contenu. Et sur le projet politique, je veux dire, je ne sais pas si vous comprenez, si vous saisissez bien, c'est bien ce que je veux dire. Euh, il faut qu'on, il faut qu'on arrive à travailler. Bon, déjà, il faut qu'on arrive à le présenter sur une échelle bien supérieure à celle qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, il faut qu'on ait des élus, des techniciens, et des gens de la société civile qui s'en emparent et qui nous aident à mettre en place ce plaidoyer. Nous, on va rédiger les lignes et on va regarder comment on peut porter là-dessus. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on est sur une période qui est assez porteuse pour le moment. Voilà, ça va peut-être pas durer. On a l'espoir d'arriver à pousser ça. Donc, mais voilà, on est tout à fait au début du processus. Donc, s'avancer davantage, c'est assez compliqué. Maintenant, on a les éléments, on les met on les rassemble, on prépare le plaidoyer et on arrive et on présente cette feuille de route. Pour répondre un petit peu aussi à Jean-Baptiste, là, on a un levier qu'on maîtrise pas, difficile, qui est un levier politique important, c'est la PAC. Si la PAC allait dans le sens que l'on souhaite, à savoir des aides, alors bien sûr un plafonnement plus important, mais des aides à l'actif, qui aident les petites fermes diversifiées à taille humaine, il est évident que ça favoriserait le scénario qu'on envisage. Mais si on a une PAC qui accentue encore les aides aux hectares et les aides aux grosses exploitations industrielles, ça va dans le sens contraire, quoi. Merci. Une autre question que je vous partage. Dans le scénario agroécologie paysanne, qu'est-il envisagé vers un changement de modèle pour les agriculteurs qui sont coincés dans un modèle productiviste par leur endettement? Bonne question, là encore, hein. C'est vrai que Simon l'a exprimé, c'est aussi le nœud du problème. Simon, vas-y.
Là-dessus, il y a notamment une force, toujours dans le dictionnaire des forces de changement, qui étudie un peu justement l'accompagnement des agriculteurs et des agricultrices vers d'autres systèmes. Et cette force met notamment en avant tout le travail de solidarité paysan, qui travaille beaucoup sur ces sujets d'accompagnement, d'écoute, pour essayer de sortir de ces modèles productivistes, tout simplement des agris qui sont des fois isolés et coincés dans un modèle dans lequel ils aimeraient sortir ou des choses comme ça. Enfin, là-dedans, il y a encore plein de données hyper intéressantes sur leur travail. Donc, je vous invite encore à aller voir ça. Oui, merci à tous. Donc, je précise que là, les livrables sont en cours de finalisation. Il y a deux formats prévus. Donc, il y a un 4 pages qui aura cette forme-là, qui va bientôt sortir. Et ensuite, un document technique beaucoup plus complet, qui fait une trentaine de pages, qui seront finalisés d'ici la fin avril, je pense, et qui seront mis en ligne, enfin, qui vous seront envoyés directement, puisque nous avons vos coordonnées. Et nous allons pouvoir vous les envoyer à tous avec également l'enregistrement de cette restitution de projet. Et ils seront publiés sur le lien là que je viens de vous publier. Voilà, ben, écoutez, je vous propose de passer à la présentation de Nina Graveline pour le projet Talanoa. Ah, je vois une autre réaction. Euh, oui, c'est plutôt une réflexion de Philippe Pouchin. Donc, effectivement, les incertitudes liées à la transition agroécologique demeurent importantes, bien sûr, alors que les acteurs impliqués sont de plus en plus nombreux et diversifiés. Une telle transition suppose en effet de conjuguer des innovations non seulement d'ordre agronomique, mais aussi social, politique, organisationnel et réglementaire. Les effets de dépendance au sentier à de multiples niveaux en expliquent la difficulté. Oui, je note la remarque de Bob Rack. Merci pour les tirages du 4 pages. Donc, je vous propose de passer maintenant à la présentation du projet Talanoa qui explore un peu plus la force motrice là qu'on ne vous a pas trop présenté, qui est bien sûr la gestion de l'eau. Donc, Nina, tu peux partager ton écran Ouais. si tu le souhaites et on reste à ta disposition si Alors, tu as besoin de quelque chose. est-ce que vous m'entendez correctement? On t'entend très bien, ouais. Et est-ce que vous voyez Ouais, tout à les... fait. Ouais, Merci. ok, On te laisse super. la parole et donc il y aura pareil un temps de questions-réponses sur l'exposé de Nina à la suite. Voilà, ben à toi. Très bien, merci Fanny. Donc bonjour à tous à nouveau. Je vais prendre donc 15 petites minutes pour essayer de vous montrer un peu en un aperçu rapide ce qu'on a mené dans le projet Talanoa Water, qui est un projet financé par l'Europe dans le cadre du programme PRIMA qui s'intéresse à l'eau et l'agriculture autour du bassin méditerranéen. Euh, voilà, et qui court jusqu'à la fin de cette année. Donc on n'a pas fini, contrairement à vous, ce projet-là. Notre point de départ, c'est vraiment, donc, comme l'a dit Fanny, la question de l'eau essentiellement, même avant l'agriculture, en partant du constat que autour du bassin méditerranéen, quelque sorte la double peine du changement climatique, avec d'une part une augmentation du besoin en eau pour les cultures et d'autre part la réduction de la disponibilité des ressources en eau, quelles qu'elles soient donc souterraines ou superficielles. Mais parallèlement à ça, on observe une augmentation des projets d'irrigation agricole, donc collectifs ou individuels. On peut citer le doublement des surfaces irriguées en vigne dans la région Languedoc-Roussillon entre le recensement agricole de 2010 à 2020. Et également une réglementation qui découle de la loi sur l'eau et de la directive 4 sur l'eau, qui impose des programmes de gestion de ces ressources en eau sur les territoires qui sont dits déficitaires et appelés les zones de restriction des eaux. Donc, dans ce contexte, l'objectif de notre projet, c'est d'identifier, de caractériser et d'évaluer l'adoption de stratégies d'adaptation face à cette pénurie de l'eau en contexte de changement climatique. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de se projeter dans l'avenir en construisant différents futurs possibles et en les évaluant. Et un principe important qui est de ne rien s'interdire, notamment pour avoir vraiment un maximum d'acteurs autour de la table contribuant à cette réflexion. Et donc peut-être un premier mot pour distinguer avec la démarche FAPO, c'est que donc
c'est une démarche portée par la recherche, entre guillemets, sans donneur d'ordre politique ni professionnel. La proposition méthodologique est la suivante. Donc, un état des lieux, où en sommes-nous? Ensuite, une question plus prospective. Et enfin, comment y parvenir? Le territoire sur lequel on travaille aussi, donc c'est pas l'ensemble de l'Occitanie, mais la zone de l'Aude qu'on appelle aval et médiane d'un point de vue délimitation des bassins versants, mais ça correspond globalement au département de l'Aude dans sa partie méditerranéenne, donc de Carcassonne au littoral globalement. Ce projet se propose de travailler avec deux dispositifs. D'une part, une démarche participative et d'autre part, une démarche de modélisation hydro-agroéconomique. Euh, donc, je vous dis deux mots de chacun de ces dispositifs. Donc la démarche participative, l'ambition, c'est de créer un espace de réflexion, de dialogue et d'échange. Donc le mot talanoa en polynésien veut dire dialogue, d'apporter un éclairage scientifique, de produire de la connaissance et d'accompagner les acteurs. Et ce dispositif doit permettre l'émergence de stratégies et de trajectoires et leur évaluation. Donc depuis 2022, je ne vais pas rentrer dans le calendrier de tout ce qui a été fait, mais on peut noter qu'on a fait donc un certain nombre d'ateliers, de webinaires, d'entretiens bilatéraux et d'échanges avec d'autres projets ou démarches sur le territoire. Ce que j'ai pas mis ici, c'est que donc l'ambition, c'est vraiment de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui sont concernés par les problématiques d'eau et d'agriculture sur le territoire de l'Aude. Donc ça va des collectivités, des services de l'État, les usagers de l'eau, les représentants du monde agricole et les agriculteurs eux-mêmes, ainsi que des associations. On a également des connexions avec le projet de territoire pour la gestion de l'eau, donc qui est une démarche plus institutionnelle qui relève d'un pilotage État, donc pour produire, on va dire, cette feuille de route de l'atteinte du bon état des ressources en eau sur le bassin versant. Côté modélisation, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'en 15 minutes, c'est impossible, mais pour vous dire que le projet de modélisation qu'on développe vise à représenter et à évaluer l'effet de scénarios climatiques et prospectifs sur à la fois l'hydrologie, donc vraiment les bilans en eau, du point de vue biophysique, l'évolution des besoins en eau des plantes, notamment du fait des effets du changement climatique, et représenter le secteur agricole et plus précisément le comportement des exploitations agricoles, des agriculteurs, en fonction d'un certain nombre de forces de changement. Donc la modélisation est vraiment là pour accompagner, on va dire, la réflexion prospective et permettre de simuler différents scénarios qui seront soit uniquement climatiques, c'est-à-dire avec uniquement des forçages d'ordre climatique, donc hydrologique et augmentation du besoin en eau des plantes, ou des scénarios plus complexes qui représentent à la fois les impacts, les effets du changement climatique et également, par exemple, de scénarios d'évolution des prix, de réglementation, etc. Pour observer l'évolution des bilans en eau, de la valeur des produits agricoles produits, etc., etc. Je ne vais pas développer ici tous les indicateurs qu'on produira avec ça, mais voilà l'idée à peu près. Ensuite, vous parlez du coup de la prospective qu'on a menée dans Talanoa, parce que ça résonne naturellement avec ce qu'on a entendu et ce que vous avez fait dans FAPO. Donc la prospective, ici, l'objectif, c'est d'explorer différents futurs possibles et on va dire un objectif très instrumental, c'est de projeter la demande en eau à l'horizon 2050. Avec, de manière plus concrète, un objectif de construire des narratifs. Donc, c'est des scénarios voilà, un peu du même type que ceux qu'on a vus, qui se présentent à la fois sur une forme narrative. Donc, pour l'instant, c'est des narratifs de 2 pages par scénario, il y en a 4, et avec un parallèle quantifié et notamment quantifié sur les questions de demande en eau. Donc on est allé moins loin, j'ai l'impression, que ce que vous avez fait. On n'a pas du tout l'équivalent en termes alimentaires, demande alimentaire, ou par exemple effet sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça s'intéresse vraiment à l'articulation avec la demande en eau.
Rapidement, comment est-ce qu'on a fait cela? Donc, on a voulu faire des scénarios qui déclinaient, qui étaient cohérents avec les scénarios mobilisés par le GIEC, que sont les scénarios climatiques. Depuis les derniers exercices du GIEC, les scénarios climatiques, donc, que vous connaissez sûrement, hein, donc, euh, se sont associés des scénarios de développement socio-économique, les SSP, les Shared Socio-Economic Pathways, qui correspondent à des narrations du développement socio-économique à l'échelle mondiale cette fois, qui permettent d'expliquer l'occurrence en fait de différents scénarios climatiques. Je reviendrai dessus. Donc on s'est dit, voilà, vu qu'on va les scénarios climatiques plus ou moins avec un niveau de réchauffement plus ou moins important étant très impactant sur les bilans hydrologiques, il est particulièrement intéressant d'avoir en quelque sorte des jumeaux de développement socio-économique, donc qui parlent aussi du développement du territoire sur le plan socio-économique et notamment de l'occupation du sol et de l'aménagement du territoire. Donc on a décidé de décliner ces scénarios globaux en les articulant avec des travaux de prospective, donc en faisant de la littérature grise autour d'exercices de prospective existants. Et les chercheurs ont rédigé une première version de narratifs qui ont ensuite été déconstruits, reconstruits lors d'un atelier. Et enfin, on a donc cherché à quantifier ces scénarios en termes d'évolution de l'occupation du sol sur les grands types de cultures agricoles et d'estimer les besoins en eau associés grâce au modèle agronomique. Donc, ici, ce sont les scénarios de développement socio-économique travaillés par le GIEC. Donc, à gauche, un schéma que vous avez déjà dû voir qui correspond aux différents scénarios climatiques cette fois, donc du 1.9 dont on parle plus, mais on va dire du 2.6 jusqu'au 8.5, avec des niveaux de réchauffement différents. Et donc les scénarios de développement socio-économique associés combinent deux dimensions. La première dimension, c'est l'ambition d'atténuation, donc avec deux scénarios qui sont plutôt décarbonés et deux scénarios qui sont plutôt dans une vision de laisser faire avec un maintien de la part des énergies fossiles. Et l'autre dimension, c'est une dimension qui oppose, on va dire, une économie libérale versus une économie qui va aller vers plus de répartition de cette richesse, une dimension plus équitable, et donc est associé à cet axe un enjeu pour l'adaptation croissante. Donc c'est un peu cet état d'esprit-là qu'on essaie de décliner à l'échelle locale avec 4 scénarios qui sont soit plus ou moins écologiques ou plus ou moins libérales. Je pense que je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans le détail de ces scénarios. Je vais donc les survoler, mais comme je vous le disais, on a donc des premières versions rédigées de ces scénarios. Donc le premier scénario, le régional écologique, voilà, pour faire écho à la présentation d'avant, c'est celui qui va se rapprocher le plus du scénario FAPO, avec une agriculture qui s'oriente principalement vers l'agroécologie. Voilà, avec une baisse de la viticulture. Donc nous, on l'a quantifié on va dire, en mi-chemin entre ce que FAPO a proposé et la situation de référence de 2020. Et donc, ce qu'on détaille dans les scénarios, c'est également des évolutions du système de gouvernance et de gestion de l'eau. Donc ici, on a une exclusion des infrastructures à grande échelle, avec, on va dire, une maîtrise du développement des ressources en eau à l'échelle locale, donc, déconcentrée, et l'optimisation de la production électrique, qui sur le bassin de l'Aude est très déterminante de ce qui se passe sur les questions de l'eau, parce que l'axe Aude, donc le fleuve Aude, est très largement réalimenté par les barrages pyrénéens. Ensuite, alors le S3, je le laisse de côté parce qu'il n'a pas de jumeaux climatiques, donc il est moins facile à travailler pour nous, mais on l'a quand même décrit d'un point de vue narratif. Ensuite, le scénario S4, qui est entre guillemets le scénario libéral avec une écologie subie, il est caractérisé finalement largement par une paupérisation de la région
et donc, on va dire, une agriculture qui a dû, enfin, qui satisfait la demande en production alimentaire à bas coût, mais très difficilement, avec une gouvernance aussi mise à mal. Et enfin, le dernier scénario, qui est le libéral carboné, associé au SSP5, donc la trajectoire climatique du pire, donc la 8.5, qui s'approche, à mon sens, dans votre lecture, d'un scénario tendanciel, en tout cas de laisser faire. Euh, voilà, avec des grands projets donc au niveau des ressources en eau, une gouvernance, on va dire, peu décentralisée et de développement de grands projets de développement d'irrigation qui sont facilités par une faible réglementation, notamment. Je passe maintenant à la quantification de ces scénarios. Donc ici, c'est l'évolution des surfaces agricoles avec le scénario de référence en 2020 et les couleurs violettes, en gros, c'est la vigne. Euh, et le vert, c'est les légumes et les oliviers, les céréales en jaune et le rouge, c'est l'arboriculture. Je me suis donc amusée, j'aurais voulu prendre plus de temps, hein, vraiment pour rentrer dans le travail que vous avez fait sur FAPO. Mais comme je l'avais dit à Simon, voilà, j'ai au moins essayé d'insérer le scénario FAPO en prenant l'hypothèse donc, que vous avez fait, si j'ai bien compris, sur l'ensemble de l'Occitanie. Je l'ai forcé, hein, donc c'est très forcé de faire cette même hypothèse de moins 50% de la viticulture, remplacer un tiers par l'arbo, un tiers par le maraîchage et un tiers par des friches. Donc pour dire que sur la quantification, on arrive à quelque chose de effectivement encore plus marqué par rapport au scénario S1 qu'on avait fait sur la baisse de la viticulture. Mais on pourra en reparler. Voilà. Et donc cette quantification, ensuite, l'étape d'après, c'est de mettre des besoins en eau des cultures pour toutes les superficies qui sont irriguées. Donc de calculer la demande, enfin le besoin net. Alors je dis net, donc on ne tient pas en compte des différences entre le besoin en eau des plantes et le besoin en eau du système au niveau du prélèvement, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de pertes entre les deux, entre le point de prélèvement et le moment où la culture prélève de l'eau. Euh, donc voilà, si on suppose ce scénario FAPO, voilà le message, voilà, sachant que j'imagine que vous ne l'auriez pas fait comme ça, enfin, avec cette répartition sur le territoire au doigt méditerranéen. Euh, mais voilà, une implication de très fort volume d'eau, donc de plus de 100 millions de mètres cubes d'eau nécessaires pour l'agriculture, enfin, dans cette vision-là. Et si on reste sur les scénarios Talanoa, ce qu'il faut retenir, c'est que entre le scénario S1 et le S5, on a un besoin en eau de l'agriculture qui va du simple au double. Alors, je regarde juste l'heure, je pense que je vais essayer d'accélérer, excusez-moi. Donc, ce qu'on a fait également sur la question des mesures et stratégies. On a donc lors des ateliers, on a identifié 7 domaines d'action que vous trouvez listés ici, et les acteurs ont souhaité particulièrement travailler sur les 4 premiers, que sont la question du développement des ressources en eau, la question de la gouvernance de l'eau, l'agroécologie, donc vraiment le volet, on va dire, pratique, et la question de la diversification agricole. Euh, Lors des ateliers, on a recensé plus d'une centaine de mesures donc, qui ont été organisées dans ces 7 thèmes-là, et également des principes et des attitudes qui sont ressortis lors des discussions euh, et qui montrent en fait des questions d'enchaînement de mesures pour poser des stratégies, des idées telles que accompagner des agriculteurs sur la transition, c'est-à-dire garder par exemple 5 ans, voilà, faire des contrats sur plusieurs années et au bout de certaines années, voilà, vraiment vérifier, enfin, parler de réduction des besoins en eau, des questions de conditionnalité des nouvelles allocations de l'eau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La question des priorisations des usages lors des crises entre différentes formes d'agriculture. Voilà, pour évoquer l'idée que le chemin est effectivement important d'après les acteurs.
Euh, Également pour, on va dire, mobiliser l'idée de comment est-ce que les transitions sont possibles, on a développé un jeu sérieux qui est disponible, qui avait un petit rôle dans notre projet, mais qui, je pense, ou je l'espère, pourrait en avoir voilà, auprès des acteurs, quels qu'ils soient, beaucoup plus largement que dans la recherche. Donc ce jeu est disponible et il a visé à faire dialoguer les parties prenantes et notamment pourquoi est-ce qu'on l'avait mis dans Talanoa, c'était pour comprendre les points de vue, enfin pour faire comprendre aux acteurs en échangeant leur rôle, un petit peu se mettre dans la peau des autres. C'était principalement ça l'objectif du jeu sérieux. Et l'autre objectif, c'était d'observer différents types de trajectoires entre des articulations, on va dire, de décision des agriculteurs, donc les choix d'assolement et d'autre part des choix de politique publique liés soit à la réglementation, soit à des politiques d'incitation. Voilà, donc le jeu consiste à, lors de différents tours qui sont faits en 2023, 2025, 2035 et 2050, à constater l'évolution de l'état de la ressource et de l'agriculture en fonction de ces différentes actions. Donc en fait, ce que ça a permis de mettre en évidence, c'est des trajectoires très contrastées, pardon. Par exemple, avec un faible niveau d'investissement public pour certaines trajectoires, donc qui mobilisent principalement des restrictions de la part du régulateur, entre guillemets, versus des trajectoires qui mobilisent beaucoup plus les aides pour l'agroécologie ou pour la diversification, qui sont plus impliquantes du point de vue du budget public. Euh, voilà. Donc les conclusions et les perspectives que je peux vous partager sur ce projet donc, qui n'est pas fini, c'est que la question de l'eau finalement permet de réunir des acteurs très variés, très divers pour échanger sur l'avenir de l'agriculture et du territoire. On note quand même la limite de la mobilisation de certains types d'acteurs. Pour ne pas les citer, on va dire la viticulture majoritaire qui s'est assez peu mobilisée sur ce projet et qui fait que malgré nos ambitions de mettre tout le monde autour de la table, finalement certains voilà, ne participent pas au débat et viennent autour de la table finalement déjà convaincus de la nécessité de réfléchir au futur et voilà, d'infléchir un peu les trajectoires. Euh, D'autre part, de manière plus quantitative, donc que la gestion de l'eau va être significativement affectée par des hausses de demande en eau et des baisses de ressources. Bon, ça, c'est pas vraiment un scoop, mais on devrait pouvoir documenter ça beaucoup plus avec des chiffres, avec les résultats de la modélisation. Et à mon sens, la question centrale que ça pose, voilà, c'est pas tant est-ce qu'il faut énormément développer des projets d'offres en eau, mais plus voilà, l'eau entre guillemets qui reste ou qu'on va pouvoir mobiliser. Euh, voilà, quel projet sociétal derrière et qu'est-ce qu'on va faire avec cette eau. Euh, voilà. Et en termes de perspective, donc l'idée c'est de finaliser l'intégration des mesures et des stratégies dans les scénarios pour faire réellement voilà, des scénarios qui couvrent la diversité des descripteurs qu'on s'est donné comme objectif. Les résultats sur la modélisation. Donc le modèle, pour l'instant, on va dire que chacun des modules hydrologiques, agronomiques et économiques tourne, mais l'ensemble ne tourne pas encore, pour produire des visions chiffrées associées à chacun des scénarios. Et enfin, dire que bien que le projet Talanoa se termine en 2025, notre implication sur le territoire de l'Aude devrait se poursuivre grâce à un autre projet qui s'appelle Morpheus et qui étudiera sensiblement les mêmes thématiques en le renforçant sur les aspects alimentaires et énergétiques. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse, j'ai le sentiment effectivement d'avoir vraiment survolé pour vous donner un petit peu le goût de tout ce qu'on avait fait et peut-être de ne pas avoir été très clair sur tout. Donc, mentionnez les collègues d'INRAE qui sont impliqués dans le projet. Vous avez la liste ici, donc 3 laboratoires sur la place de Montpellier, le site du projet. Et puis, si jamais vous êtes intéressé pour être tenu au courant ou être impliqué dans les dernières phases, n'hésitez pas à me faire un mail. Je vous remercie. Mais c'est nous qui te remercions beaucoup, Nina, parce que c'est vrai que c'est très complémentaire au projet FAPO et que c'est vrai que ça apporte des nouveaux éclairages.
Tu as ton écran partagé si tu veux le stopper. C'est ce que j'essaie de réussir. Euh, voilà, c'est vrai que c'est très complémentaire, ça apporte des informations qu'on n'avait pas forcément, mais qui sont intéressantes. Denis, tu avais peut-être une réaction à chaud et si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Non, pas véritablement. Enfin, je me suis permis de mettre quelques petits messages dans le chat à la fois pour juste pour information générale pour les participants sur l'existence d'un autre travail. Peut-être que certains connaissent déjà au niveau de l'ADEME sur les scénarios 2050. Ça a été utile aussi pour notre projet FAPO de pouvoir réfléchir enfin, inscrire la réflexion dans cette échelle aussi nationale existante pour, voilà, pour conforter le projet. Juste sur la question de l'eau, bon, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais c'est vrai quand vous dites que enfin, on a doublé la consommation en eau sur la vigne depuis 2010. Si on imagine que cette tendance se poursuit, si on fait rien, disons, pour l'inverser ou la cadrer, on va dire, ben, ça paraît un peu délirant, effectivement, et on peut se poser la question de la légitimité d'arroser des cultures comme la vigne qui partent à l'exportation plutôt que d'arroser des cultures alimentaires. Voilà, mais ça, je crois que c'est un débat qui est déjà très présent dans le réseau Impact, donc je ne suis pas sûr que ce soit très utile. C'est pour ça que j'avais mis un petit mot dans le chat, en fait. Ouais. Peut-être juste pour commenter ça, donc c'est pas la consommation qui a doublé, c'est bien les surfaces en vignes irriguées qui ont doublé. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors je ne saurais pas vous dire, mais ça, on pourrait l'avoir exactement de combien est-ce que la consommation a évolué, mais c'est certainement pas doublé, parce que ce qui s'est passé notamment dans le programme de gestion des ressources en eau, donc qui sont ces plans opérationnels et pour l'instant essentiellement de travaux qui ont eu lieu sur les derniers 5 ans, c'est qu'il y a eu énormément ce qu'ils appellent la modernisation des réseaux pour réduire les pertes sur les réseaux de distribution, que ce soit des canaux ou des canaux à ciel ouvert, donc canal du Midi, énormément sur le secteur, canal de la Robine, mais aussi tout ce qui est réseau sous pression. Et passage notamment de technologies peu économes, type gravitaire aspersion, à du goutte à goutte. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a renforcé, enfin on a réduit les pertes et donc on a entre guillemets renforcé l'efficacité du système. Euh, voilà, donc c'est pour ça que, et pareil, si on arrive encore à augmenter les surfaces en vignes irriguées, je ne dis pas que c'est un objectif, mais si ça réussit, aujourd'hui, les quelques extensions qu'on observe, c'est en général sur des endroits où on a réussi à réduire les prélèvements sur ce qui était déjà irrigué, et donc ça va permettre d'étendre. Vu qu'on est en zone de restriction des eaux, en théorie, on ne peut pas faire de nouveaux prélèvements. euh, sur le secteur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réflexions? Mhm. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre... Ah, un message peut-être? Antoine Gaillard qui précise que le terme alimentaire recouvre les boissons et les aspects culturels autant que nutritionnels, puisqu'on l'aspect convivial et le plaisir. Mais voilà, bien sûr. Merci. Je propose à Vincent de peut-être s'il n'y a pas d'autres remarques ou de questions ou de réflexions. J'ai l'impression que non. Je laisse la parole à Vincent Nourigat pour clôturer ce temps de restitution. Ah, on t'entend pas, Vincent. C'est curieux. Pourtant, je vois que tu as bien activé ton micro. Est-ce que ça va marcher? Non, mais depuis tout à l'heure, on a des Je petits suis là. soucis avec Voilà. le micro de Voilà. Vincent, mais voilà, merci. Voilà. On Et ça t'entend. marche. Voilà. Donc, je remercie déjà les participants qui étaient là. Donc, on est très heureux d'avoir déjà eu une cinquantaine de personnes qui ont participé aujourd'hui à cette restitution. Bon, encore une fois, on va se débrouiller pour avoir, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à communiquer avec le grand public et avec les institutions là-dessus.
c'est quand même très important. Et quand on parle de la ressource en eau, là, voilà. Donc, est-ce qu'on fait des projets de méga-bassines dans l'Hérault pour continuer à irriguer la vigne alors qu'on sait qu'on a 10 000 hectares à arracher? Ou est-ce qu'on a une réflexion un peu plus poussée sur, voilà, comment on va reconvertir ces vignes qu'il faut arracher euh, en alimentation nourricière sans augmenter la pression sur le réseau hydrique. Voilà, c'est toutes ces réflexions qu'il faut qu'on voit continuer Ah. à avancer sur ces points-là et surtout mettre en place des plans stratégiques, voilà, pour pouvoir continuer et porter nos idées le plus loin possible. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde et Merci à la prochaine beaucoup. fois. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, il y a des publications qui vont vous être transmises à l'issue de ce travail dans les semaines ou les mois qui viennent. Si vous avez d'autres questions plus tardivement, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. J'en profite pour remercier Simon qui termine son contrat là cette semaine et peut-être une petite annonce à faire, Simon. Oui, pour compléter cette annonce, bah, du coup, je suis en recherche de travail, parce que dans 2 jours, Mm. je termine mon CDD à l'Ardeur Occitanie. Donc, moi, je suis plutôt intéressé pour tout ce qui est promotion de l'agriculture paysanne, donc un peu toutes les associations qui sont dans le réseau Impact, installation, transmission, agroécologie, plaidoyer. Je suis intéressé par tout ça, donc si vous ouvrez des postes, vous pouvez penser à moi. Merci. Voilà, n'hésitez pas à passer par l'Ardeur Occitanie, on lui transférera sans problème. Du coup, bah, je vous remercie pour votre participation attentive et puis à suivre, quoi, en espérant que ça puisse euh, donner des choses concrètes pour le futur. Rendez-vous en 2050. Bon après-midi à tout le monde et merci beaucoup. Merci à tous, au revoir.